bienvenue dans le Libre Journal de l'Occident, où ce soir nous sommes très heureux de faire une émission sur le Québec. Je suis comme d'habitude accompagné de mon camarade François-Xavier. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir Guillaume. Sujet très intéressant. Nous sommes évidemment très heureux de faire cette émission. Sujet dont on ne parle pas assez à mon sens, puisque ce sont quand même nos frères français d'outre-Atlantique. Et lorsqu'on parle de la francophonie, on parle souvent des pays d'Afrique qui parlent français, etc. Et c'est une très bonne chose. Mais nos amis du Québec, non seulement parlent français, mais sont français historiquement. Donc, ce qui ne gâche rien. Et pour cela, nous avons deux invités de marque que vous connaissez déjà, puisque les deux sont déjà intervenus à plusieurs reprises dans l'émission. Et nous avons avec nous Benoît Kézami. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Analyste géopolitique, qui produit régulièrement des analyses sur l'actualité. Et ce soir, et nous allons parler tous ensemble, notamment du projet de constitution du Québec, qui est l'actualité forte du moment. Et nous aurons avec nous aussi, sûrement, on ne sait pas, Alexandre Cormier-Denis qui devrait nous rejoindre à un moment ou à un autre de l'émission. Alexandre Cormier-Denis qui est auteur d'un livre qui s'appelle Écrit nationaliste, fondateur de Nomos TV, qui intervient régulièrement également sur les ondes de Radio Courtoisie. Et nous verrons lorsqu'il arrivera dans l'émission. Tu sais, Noël, c'est une fête sous le signe de l'attente. Il faut attendre la veille, il faut attendre la messe de minuit, il faut attendre. Tout à fait. Donc... exactement, ce soir, en ce 23 décembre, nous plaçons à la fin d'un grand temps de l'attente qui est l'Avent. Et il nous reste, de manière un peu plus triviale, quelques dizaines de minutes à attendre Cormier-Denis qui nous fera lui-même son apparition soudaine peut-être sur nos ondes ce soir. Donc en effet, merci de souligner ça, Benoît. Merci. Merci, donc voilà, qui fera une entrée peut-être pas aussi fracassante que le Messi, mais en tout cas qu'on attend quand même avec impatience. François-Xavier, est-ce que vous voulez peut-être présenter un petit peu le sujet aux auditeurs ? Oui, comme vous l'avez dit Guillaume, on a eu l'occasion d'avoir sur nos ondes, donc sur cette émission qui parle de sujets très vastes à plusieurs reprises, et Benoît et Alexandre, qui de par leur connaissance et qui chacun produisent énormément de leur côté, puisque donc, vous avez parlé de Nomos TV pour Alexandre Cormier-Denis, qui encore une fois intervient sur différents médias également au Québec et en Europe, mais également Benoît que j'ai connu produisant pour un canal Telegram très prolixe qu'il animait seul et qui nous, je sais pas comment physiquement, nous alimentait d'actualités, d'analyse géopolitique du matin jusqu'au soir, à la nuit. On n'avait plus à suivre avec le décalage horaire sur tout ce qui se passait aussi bien en Europe que en Afrique, que en Asie du Sud-Est, qu'en Amérique du Sud, en fonction des gros points chauds de l'actualité. Et on voulait faire cette émission avec nos deux analystes qui sont intervenus plusieurs fois pour nous sur le Québec. Et en effet, il nous fallait quand même une actualité qui soit particulièrement intéressante pour parler de ce pays, même si évidemment toutes les actualités du Québec sont intéressantes, mais là, il y en a une qui est fondamentale puisqu'elle touche vraiment à l'ADN du Québec. Elle ne vise pas justement à modifier l'ADN du Québec, mais à l'ancrer, à le définir. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail juste après, mais moi, en tout cas, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas ma spécialité, je ne me le permettrai pas face à nos invités, mais globalement, le Québec, c'est une province française d'Amérique du Nord qui vivait pleinement de manière française, a été conquise militairement puis politiquement et a toujours réussi à négocier des lignes rouges non franchissables que sont la défense de la langue française, la défense du droit civil hérité du droit civil français, et il fut un temps la défense du catholicisme qui aujourd'hui s'est plutôt transformé en une défense de l'héritage chrétien du Québec, et en fait durant des siècles et particulièrement au XXe, et bien tout ça s'est heurté à une prépondérance du Canada dans beaucoup de domaines, notamment sur l'imposition de la jurisprudence fédérale dans beaucoup de domaines juridiques au Québec. Je sais que les souverainistes québécois luttent beaucoup contre l'impérialisme juridique canadien au Québec. Mais dans beaucoup d'autres domaines où il était assez important de définir et d'ancrer enfin dans un texte déjà qui sont les Québécois, quels sont leurs droits et
pour mieux savoir où ils vont. Voilà. Donc, suite à cette introduction, Benoît, je vous laisse un petit peu faire une présentation succincte, historique dans un premier temps, et puis nous souligner les enjeux de ce combat pour la Constitution. Oui, alors l'histoire constitutionnelle du Québec, pour faire simple, ça commence avec l'Acte de Québec en 1774, si je me rappelle bien. À ce moment-là, on ressort de la conquête britannique. Le Québec est contrôlé par l'Empire britannique. Il n'y a pas vraiment de parlement où genre il y en a un où c'est embryonnaire. Et à ce moment-là, il y a des francophones qu'on se demande s'ils vont soutenir la rébellion américaine. Puis essentiellement, les francophones ne sont pas certains s'ils veulent soutenir la rébellion américaine parce que la rébellion américaine qui allait devenir les États-Unis s'oppose notamment au régime seigneurial, est moins fiable sur le français, etc. Donc Londres arrive et via l'Acte de Québec qui donne 3, 4, 5 concessions clés au Québec. Protection du français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répression du français par l'Empire britannique. Protection du régime seigneurial, c'est-à-dire que le féodalisme québécois qui a continué jusqu'à tard dans le 19e siècle va se maintenir à ce moment-là. Ensuite, il y a le maintien de la coutume française qui deviendra éventuellement le droit civil québécois. Et finalement, il y a la protection du catholicisme, qui est à l'époque pas la religion d'État, mais qui est largement tolérée, ce qui était rare dans le système britannique parce qu'historiquement, le système britannique s'est construit contre le catholicisme. Et à cette époque-là, le Québec, éventuellement, va s'en servir pour développer des institutions, pour développer principalement religieuses, mais aussi un réseau de notaires très important qui s'est spécialisé grâce à la tradition de la coutume de Paris, qui est devenue la compétence québécoise en droit constitutionnel, qui aujourd'hui, en droit civil, pardon, et qui aujourd'hui permet au Québec d'avoir un très fort mot à dire, notamment sur les propriétés privées, notamment c'est quoi les règles de transfert pour les propriétés privées. Fait que notamment tout ce qui est notariat et tout, c'est de compétences québécoises. Donc ça, c'est quelque chose qui est peu connu à l'étranger, mais c'est factuel. Puis beaucoup des grands notaires qui sont actifs au Québec sont d'origine canadienne-française, ça c'est factuel. Il y a beaucoup d'anglophones, beaucoup de juifs, c'est des communautés un peu anciennes, entre guillemets, c'est parce que c'est une société qui est comme ça. Beaucoup de femmes qui montent aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec, c'est une société qui est francophone. Ça, c'est factuel. C'est-à-dire le français. Parce qu'il y avait une époque où il y avait surtout Montréal, qu'il y avait une certaine symétrie linguistique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que oui, le français était toléré depuis, mettons, l'Acte de Québec, ça c'est factuel, mais il y avait une prédominance de l'anglais. Par exemple, dans les années 1800, début 1900, la majorité des maires de Montréal étaient anglophones. Ça, c'est factuel. Mais ce qui arrive, c'est qu'au moment de la Révolution tranquille, vers les années 60, au moment où le Québec se modernise, il y a la montée du Parti québécois. La montée du Parti québécois, qui est un parti politique indépendantiste qui, en 1976, est élu au Parlement provincial. Et ce que ce parti-là va faire, c'est la loi 101. Cette loi-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend le français légal, l'unique langue officielle du Québec et obligatoire. Et à ce moment-là, beaucoup dans le parti de René Lévesque ne voulaient pas faire cette loi-là, la loi 101. Parce que le Parti québécois, c'est souvent construit un peu comme une église millénariste. C'est quoi une église millénariste? C'est on attend le retour du Messie. Et le Parti québécois, c'est un peu construit comme ça. C'est-à-dire on attend le moment mystique où la majorité québécoise voterait oui à un référendum, tout ce qui est gestion concrète de la protection du français et tout, c'est remis à plus tard. Éventuellement, il y a Camille Lorrain, qui est un peu un baron du Parti québécois à cette époque-là, qui est ministre de la Culture, qui va faire un peu une game de politique interne pour imposer au chef de l'époque, René Lévesque, de tolérer cette loi 101-là sur le français. Puis si ce n'était pas de lui, de Camille Lorrain, il n'y en aurait pas eu de loi 101. Donc, il réussit à imposer ça, tout en étant souverainiste, évidemment, mais réussit à imposer le fait d'avoir la loi 101. Elle est adoptée. Elle va être partiellement charcutée par les tribunaux parce qu'éventuellement, René Lévesque va obtenir un référendum d'indépendance. Et ce qu'on se rend compte pendant ce référendum d'indépendance-là, c'est qu'il y a deux choses.
Premièrement, tout le monde panique. C'est-à-dire que vraiment, il y avait une panique généralisée. C'est-à-dire qu'il y avait des frères qui se battaient, il y avait des gens qui s'imaginaient qu'ils allaient perdre toutes leurs économies, il y avait des anglophones qui avaient peur, il y avait des francophones qui pensaient qu'ils allaient perdre leur pension, il y avait des femmes qui se sentaient insultées par le référendum parce qu'ils pensaient que les dirigeants péquistes qui aidaient. Il y avait plein de choses, c'était le bordel. C'était factuel, ça. Et les gens votent non. Et là, à ce moment-là, le fédéral se sent légitimé pour, entre guillemets, remettre de l'ordre. Et à ce moment-là, ils font adopter la Constitution de 1982. Le seul concept, c'est qu'il y avait les neuf premiers ministres des 9 autres provinces anglophones du Canada, ainsi que le premier ministre fédéral, Pierre Trudeau, qui négociait en secret, pendant que le premier ministre péquiste du Québec, René Lévesque, dormait. Ce que ça fait, c'est qu'à ce moment-là, il y a une charte de droits et libertés qui est adoptée. Cette charte-là, c'est une des chartes les plus progressistes d'Occident, avec une des interprétations les plus doctrinaires. Cependant, elle est facilement contournable étant donné qu'il y a une clause dérogatoire en son sein. Cette clause-là dérogatoire permet de contourner temporairement les droits prévus par cette charte-là. Au début, c'est moins utilisé, sauf pour la loi 101, parce que sinon, la loi 101 ne serait pas applicable. Mais éventuellement, on va le voir plus tard, c'est utilisé plus souvent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, éventuellement, tu as la Constitution de 82. Éventuellement, on fait des tentatives de réforme constitutionnelle du Canada. À ce moment-là, des années 80, c'est vraiment la priorité, la réforme constitutionnelle du Canada. Ça échoue. À ce moment-là, le Parti québécois revient au pouvoir avec Jacques Parizeau et tient un deuxième référendum. Là, les gens ont encore la mémoire des échecs constitutionnels, donc 60 des francophones votent oui. C'est-à-dire qu'ils votent en faveur de l'indépendance. Mais les minorités non francophones ont réussi à bloquer le projet en votant quasi unanimement en faveur du maintien dans le Canada. Et ce qui est Éventuellement, intéressant à noter quand même, parce que pour replacer un peu Pierre Elliott Trudeau, c'est que vous nous dites, Benoît, qu'il a fait une des constitutions les plus progressistes de l'intégralité de l'Occident, alors déjà dans les années 80, hein, ce qui veut dire quand même beaucoup sur sa façon de penser. Donc, a fait donc, ce rapatriement de la Constitution en 82, cette charte canadienne des droits et libertés dont vous nous parlez, qui avait une vision très centralisatrice à la fois, mais aussi extrêmement multiculturaliste, et qui était justement en opposition frontale avec le nationalisme québécois. Et ce qui est important à dire, c'est que souvent, surtout dans les pays, vous savez, comme ça, où il y a des grandes traditions familiales avec beaucoup de cousins, on peut se dire, ah bah tiens, est-il de la famille de... Et oui, en fait, c'est le père de Justin Trudeau, qui, alors lui, en termes de progressisme, de wokisme et de tout ce que nos auditeurs ont du mal à accepter, est aussi un champion. Il a été bien éduqué. La pomme n'est pas tombée très loin du pommier, puisque c'était vraiment le héros du multiculturalisme, de la primauté des droits individuels, du gouvernement des juges, voilà, et des rapports tendus avec le Québec, notamment sur la langue et la laïcité. non, ben c'est ça, Justin Trudeau, c'est la catastrophe. Non, mais je pense, même à Ottawa, les gens voulaient plus de lui, là. Les gens à Ottawa, là, genre, moi, je parlais à des amis militaires, ils me racontaient que quand ils allaient voir Stephen Harper, qui était premier ministre conservateur avant Justin Trudeau, là, les bureaux étaient pleins. C'est-à-dire, ils allaient voir Stephen Harper dans son bureau, il y avait des papiers partout. Il y avait des papiers partout parce que Stephen Harper, il travaillait. Il travaillait très dur pour gérer le pays. Justin Trudeau, il allait dans son bureau, c'était vide, il n'y avait rien. Mon patron Il y pourrait avait dire que moi-même, je travaille beaucoup vu l'état de mon bureau. exact. Non, mais c'est ça, tu sais. Là, c'est ça, tu sais. Puis toute l'armée connaît ces anecdotes-là, puis toute l'armée la raconte à n'importe qui les écoute. Et, Puis et donc éventuellement, voilà, donc le père de Justin Trudeau, du coup, justement, donc après les années 80, vous disiez, je vous ai interrompu. exact. Et, et c'est ça, oui. Donc, tu as eu t'as Pierre-Éliott Trudeau, le référendum. Et ensuite, il y a un 15 ans où là, c'est comme la petite noirceur, là, par rapport à la grande noirceur, 60 ans avant, tu as la petite noirceur. Donc là, tu as le Parti libéral qui revient au pouvoir et qui, là, fait plusieurs austérités de suite, est excessivement corrompu. Et à ce moment-là, on pense que c'est le triomphe. On pense que ça y est, il n'y aura pas d'indépendance, il n'y aura pas d'autonomie, il n'y aura rien. Là, tu as François Legault qui fonde un nouveau parti politique qui réussit à être élu en 2018.
Et à ce moment-là, il adopte la loi sur la laïcité de l'État. Cette loi-là, ça permet d'avoir la laïcité, ça permet d'imposer d'imposer l'absence de signes religieux ostentatoires chez les personnes en position d'autorité chez l'État, notamment, notamment les profs, notamment les policiers, notamment les procureurs de la couronne, notamment les agents de faune et de foresterie, etc. Donc ça existe. Après ça, en 2019-2020, non pas 2019, vers 2020-2021, de la loi 96 qui porte sur le français. Ça vise à renforcer la loi 101 parce qu'à cause de 82, il y avait eu beaucoup de charcutage de la charte de la charte de la langue française de l'époque de René Lévesque. Et à ce moment-là, il faut renforcer la loi 101 pour revenir un peu, remettre un peu d'ordre. Fait qu'à ce moment-là, on renforce la loi 101. Donc, avec la clause dérogatoire. Parce que tout ça, la loi sur la laïcité, sur le français, sous le go, ça se fait avec la clause dérogatoire. La clause dérogatoire qui permet de prendre la Charte des droits et libertés et de ne pas l'appliquer. Ça permet de simplement, les juges peuvent juger si la loi est constitutionnelle, mais quand les juges disent cette loi-là n'est pas constitutionnelle, tant que la charte, tant que la clause dérogatoire est là, le jugement est considéré comme null and void, c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas. Dire que la fonction publique va continuer à appliquer la loi même si elle est inconstitutionnelle. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie du pacte fondateur de 1982, parce que sinon, les provinces de l'Ouest auraient refusé de signer cette constitution-là, parce que dans l'Ouest canadien, tu as des provinces qui sont très conservatrices, puis à l'époque, il y avait notamment beaucoup de bifs, parce que dans les provinces de l'Ouest, tu as beaucoup de populations qui sont évangéliques. Et ça, c'est connu qu'en Amérique du Nord, les évangéliques sont très conservateurs sur le plan des mœurs, premièrement. Et puis deuxièmement, tu as des populations de l'Ouest qui dépendent de l'énergie pour de l'exploitation énergétique pour survivre. Et quand il y a eu Trudeau, fils, qui est arrivé, qui a dit Peace and love, là, on est au-dessus des affaires d'exportation de pétrole, dans les populations de l'Ouest, ça a été vécu comme une attaque frontale et ça a été très mal vécu. Et il n'était pas vraiment d'accord avec le fait de perdre ces ressources de revenus-là, d'avoir une taxe sur le carbone, etc. Donc, dans les populations de l'Ouest, quand il y a le nouveau premier ministre, Mark Carney, qui est arrivé, puis qui a permis de faire des pipelines vers la Colombie-Britannique pour exporter le pétrole albertain, ça a été vu comme un soulagement. Et donc, voilà, parce que Justin Trudeau, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui est très porté sur le symbolique, mais tout ce qui était gouvernance réelle, c'était moyen. Comme par exemple, savez-vous, c'est quoi la première décision de politique publique que Justin Trudeau a prise? Vous allez me le dire? Il y en a fait ces deux premières. La première, c'est de faire un cabinet paritaire. Puis là, éventuellement, les journalistes se demandent Monsieur Trudeau, pourquoi il vous fait un cabinet paritaire? Puis M. Trudeau, il répond Parce qu'on est en 2015. Donc ça, c'est la réponse creuse qui veut tout et rien dire. Deuxièmement, il fait Ouais, alors écoutez, nous, le Canada, on est progressiste, on est contre la guerre. Fait que, puis, il faut se rappeler à l'époque, il y avait eu des attentats et tout. Fait qu'à l'époque, le Canada était à la coalition contre l'État islamique. Puis Justin Trudeau fait Ouais, peace and love, we're withdrawing from the coalition. Il se retire de la coalition contre l'État islamique. Puis le Canada arrête de bombarder les djihadistes de Daesh. Puis à l'époque, c'était ça la priorité politique étrangère du Canada. Justin Trudeau va passer tout son mandat à définancer les forces armées canadiennes, sauf la branche un peu responsable des enquêtes internes, puis sauf les branches responsables de la diversité, etc. Donc, ça crée une armée qui est très frustrée. Ça crée des services de renseignement qui ne sont pas contents. Et éventuellement, ce qu'on a vu, c'est qu'à un moment donné, tu as eu de l'affaire avec tout simplement, tu as eu des scandales comme de quoi que Justin Trudeau avait fait enterrer des scandales d'ingérence étrangère parce que Justin Trudeau ne voulait pas y toucher parce que ça touchait à son narratif un peu peace and love, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et à ce moment-là, ben, ça crée un scandale au Parlement. Ça crée une baisse dans les sondages, puis éventuellement, ben, les gens, parce qu'il faut comprendre que dans un système britannique, ton propre parti peut te destituer. C'est-à-dire, les députés de ton parti peuvent finir par dire, c'est juste que tu nuis à ta cause, que finalement, tu n'es plus le chef du parti, et à ce moment-là, tu sors.
Ça, c'est un coup d'État un Même peu s'il est élu, même s'il est Premier ministre même si t'es élu, même si il t'es- peut se faire vider par son propre parti, puisque le parti passe avant les individualités, en fait. Exact, exact. Le parti peut le décider, puis c'est ritualisé, c'est légal. C'est pas une zone grise, c'est légal. C'est pas mal comment il y a dans un système britannique, c'est comme ça au Canada, c'est comme ça en Australie, c'est comme ça au Royaume-Uni, c'est normal. C'est pas une zone grise. Hmm. C'est vraiment c'est un rituel. Puis souvent, la population ne s'excite pas quand il y a ce genre de saga-là. La population reste en dehors de ça. Mais est-ce que c'est un rituel qui date de l'époque que tu as eu les guerres civiles des années 1600 en Angleterre? À l'époque, ça avait été le chaos. Et depuis ce temps-là, la population de Londres, puis ça s'est transféré dans les colonies, a appris que quand il y a le sbeul à Westminster, dans les élites anglaises, on ne s'en mêle pas. On écoute ce que les journaux vont annoncer à la population, mais nous, on ne se désorganise pas dans les rues. Même que c'est allé très loin, même que c'est déjà arrivé que l'Angleterre vire un roi parce que ce roi-là avait eu un divorce bizarre et la population ne s'était pas révoltée. Ce qui était très bizarre, hein, ce qui a été impossible ailleurs. Là, parce qu'il y avait un roi qui était très populaire, M. Édouard VIII, et lui, Sa Majesté Édouard VIII, et lui s'est fait virer par le premier ministre de l'époque à cause d'histoires de sympathie nazie, de divorce bizarre, de remariage, de ci, de ça. Il était populaire, ce roi. Le premier ministre le vire, personne dans les rues en Angleterre, tout le monde trouve ça normal. Fait que ça, c'est une tradition anglaise. Les gens ne se mêlent pas des bifs entre élites. Fait que, mettons, quand Ottawa a l'air faible, l'effet traditionnel, c'est que les provinces, mettons, les acteurs intérieurs, mais genre ailleurs dans le système, vont fourbir leurs armes, préparer un peu des complots, etc. Mais ça n'a pas pour effet que la population s'excite comme telle. Ça, vraiment, c'est une norme dans le système anglais, puis c'est vrai au Canada aussi. Et donc, si on reprend le fil de notre Oui, histoire, et donc il y a cette charte des droits et libertés de 82 qui, avec la recentralisation du pouvoir constitutionnel, qui à Ottawa et qui va nous dire globalement tout ce qu'on avait lâché aux Québécois, on l'annule globalement au niveau fédéral. Sauf du coup, il y a une clause dérogatoire qui fait que ça peut être toléré, qu'ils peuvent continuer à appliquer les libertés qu'on leur a laissées sur la langue, sur le droit civil et sur un peu en gros. leur héritage religieux, parce qu'on parlait de la laïcité juste avant, mais c'est toléré. Et en fait, aujourd'hui, votre combat au Québec, c'est de dire on veut plus que ce soit toléré, on veut que ce soit reconnu. Et non seulement, pas uniquement la défense de ses droits, mais déjà ce qu'est le Québec. Une unité culturelle, une unité. Alors du coup, Oui. j'imagine que ça va pas être simple entre tous les partis québécois de se mettre d'accord, parce que j'imagine qu'il doit y avoir peut-être vous savez, est-ce que le général de Gaulle avait dit la France est un pays de race blanche, de culture judéo-chrétienne, etc., d'héritage hellénique et romain. Est-ce que ça, c'est des débats qu'on entend au Québec, ou est-ce que la partie ethnique est complètement laissée de côté? L'héritage religieux, je pense que c'est assez partagé, mais est-ce qu'une certaine gauche ne le remet pas en cause? Je sais qu'il y a quand même beaucoup de mouvements anticléricaux au Québec, c'est même pas des mouvements, c'est très répandu dans la population. Voilà. Sur quoi est-ce que les gens sont plutôt d'accord? Sur quoi il y a débat? Et en quoi consiste le texte qui a été déposé en octobre? Ben, en fait, il y a plusieurs choses. Premièrement, dans la Constitution, je me rappelle qu'il y a une ligne comme de quoi que le Québec, c'est la terre des qu'en gros, un call que les francophones forment la majorité du Québec, un call factuel comme de quoi les francophones forment la majorité du Québec, que le maintien du français au Québec est un objectif de l'État. Donc ça existe. Ça, il y a Ouais. vraiment des politiques en ce sens très claires que les francophones descendent, historiquement, les francophones procèdent de la Nouvelle-France, etc. Ça Donc existe, ça, ça. la langue, c'est le point sur lequel tout le monde est d'accord. De droite comme de gauche, à peu près, tout le monde se met d'accord là-dessus. Où il y a personne, oui, à peu près, là, il y a personne. Genre, à Ottawa, t'en as certains là, qui radotent et tout, ils disent oui, mais le bilinguisme, etc. Mais à Québec, en politique québécoise, même les libéraux sont pas mal d'accord là, sur le D'accord. français. Il n'y a pas vraiment de débat. Euh, la laïcité, la Constitution fait la laïcité. Puis sur la laïcité, tu as comme deux choses. Sur le concept de laïcité, tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui fait moi, je pense que le Québec ne devrait pas être laïque, je pense qu'on devrait avoir un concordat. Cette personne dit ça. Mais il y en a certains que quand on parle d'appliquer la laïcité sur des cas concrets, ils peuvent avoir un peu
un peu des sueurs froides parce que ça leur semble un peu régressif. Fait que ça, ils ne sont pas d'accord. Mais en gros, sur le concept de laïcité, ils sont d'accord. Est-ce que c'est une De ce qui arrive, laïcité un peu à la britannique où on verra des agents de police voilés dans le sens la laïcité, c'est la possibilité pour chaque citoyen de pratiquer sa propre religion sans discrimination, qui est, il faut le dire quand même, la vraie laïcité. Ou est-ce que c'est une laïcité à la française un peu dévoyée? Encore une fois, je dis pas que je suis en faveur du fait que les agents de police dans les nations occidentales portent le voile, mais ou est-ce que c'est une laïcité un peu dévoyée à la française, où c'est un peu maçonnique, où c'est le rejet de toute religion dans la sphère publique, et que c'est vraiment l'interdiction de pratiquer sa religion, des grandes barrières pour pratiquer sa religion dans différents domaines, que ce soit dans la liberté de l'enseignement religieux, que ce soit dans la liberté de parler religion au travail, que ce soit dans la liberté pour des agents du service public de porter une croix ou un voile ou autre chose. Quelle version de la laïcité on envisage le plus au Québec aujourd'hui? Oui, et puis la laïcité qui a en France, en tout cas historiquement, cette spécificité d'être dirigée contre le catholicisme. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des difficultés à appliquer la laïcité en essayant de l'appliquer aux autres religions, les nouvelles religions qui sont en Europe, comme l'islam, etc. Mais historiquement, c'était une entreprise de limitation du culte catholique et il y avait même il était même question à un moment d'interdire les soutanes, les habits de prêtre. Ça a été appliqué d'ailleurs dans certaines villes en France et également d'interdire des messes, etc. Alors je sais pas si effectivement au Québec de quelle manière ils voient la laïcité, est-ce qu'ils reprennent la laïcité au sens de la loi de 1905 en France ou c'est une philosophie différente? ben, il y a deux choses. Il y a eu deux objectifs. Premièrement, il n'y avait eu pas de volonté de faire un copier-coller intégral de la France. Ça, c'est vrai. Mais on a pris aussi une version un peu mixte entre la version anglaise et la version française, qui, en bon français, permet un peu de faire un beef avec Ottawa. C'est-à-dire, parce que si on avait juste copié le système anglais, il n'y aurait pas eu de beef avec Ottawa, donc pas de polarisation. Donc ça, c'était pas l'objectif. On voulait qu'il y ait un camp au Québec puis un clan contre. Donc, ça, c'est plate, mais c'est la réalité. C'était ça la volonté des stratèges, etc. C'est factuel. Donc, ça, c'est la vérité. Donc, mais il y a quand même eu, c'était quand même mixte. C'était pas genre les policiers qui portent le voile, c'est pas autorisé. Ça, c'est factuel. Après ça, tu as le fait que, mettons, dans les écoles, tu as des salles de prière, c'est pas autorisé. Tu as tout plein de choses qui ne sont pas autorisées, mais ça reste globalement dans un cadre assez libéral. Ça reste dans un. Genre, mettons, les villes individuellement vont avoir le droit d'interdire les prières de rue. Fait que tu as tout plein de choses qui sont autorisées puis pas autorisées. Fait que c'est ça, là, ça reste assez mixte, ça reste assez. Il n'y a pas vraiment de répression du catholicisme comme tel. Tu as des écoles privées, qui a des religieuses qui vont être plus surveillées au niveau du fait de respecter le programme, mais ça reste assez vague, ça reste assez neutre, puis ça reste. On n'est pas dans un délire un peu républicain français complet, ça reste assez limité. Donc d'un côté comme de l'autre, contre ou pour les catholiques, et pareil pour les nouvelles religions composant le Québec aujourd'hui. Je sais qu'au Canada, il y a des grandes vagues d'arrivées de réfugiés d'un peu tous les conflits de la planète qui ont été encouragés, notamment sous Trudeau. Voilà, il n'y a pas d'empêchement particulier pour les musulmans ou autres, voilà, autres religions exotiques du sous-continent indien de pratiquer leur religion, quoi. La liberté de culte est garantie par la Constitution. C'est ça. Alors, Par la Constitution du Québec et du Canada. grâce à l'exposé que vous nous avez fait, donc on peut comprendre du coup que ce projet de constitution du Québec s'inscrit dans la longue histoire du Québec, avec cette nation sans État qui cherche à trouver sa place, à être... Une diaspora intérieure. Comment? Diaspora intérieure. Diaspora Une intérieure. diaspora Ouais. intérieure. Voilà, diaspora intérieure. Ouais. Mais alors, du coup, justement, cette constitution, ce projet de constitution qui a été déposé en octobre, est-il une étape vers une future indépendance? Est-ce que c'est un geste symbolique? Est-ce que c'est quelque chose qui va servir à réaffirmer l'identité du Québec?
quel est finalement le fond de ce texte? Ben, c'est une étape. Ça, c'est sûr. Une étape vers quoi, on ne le sait pas. On s'en doute, on ne le dit pas trop. On a une idée, on ne sait pas. Bon, une étape. On va dire ça comme ça. Une étape vers quoi, on le sait. On ne le dit pas, on ne le sait pas, mais on s'en doute. Bon. C'est, dans le fond, ça sert à mettre des lignes rouges. Ça sert à dire, le Québec existe. La Constitution, la nation québécoise n'est pas négociable. La nation québécoise, elle est de par la Constitution québécoise. De par la nation québécoise, c'est pas un débat philosophique, c'est un fait. Donc ça sert à faire ça. Ensuite, le Québec est francophone. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas un projet de société, c'est un fait. Le Québec qui est laïque, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Le Québec doit rester francophone, ce n'est pas un débat, c'est un objectif constitutionnel. Le Québec, bon, ça sert à fermer certains débats débiles qui revenaient chaque 5 ans. Et sur ça, Ottawa s'y oppose pas du tout. Parce que ça pourrait être, Ottawa, comme on l'a vu, voilà, qu'on l'a vu dans d'autres, on a eu des débats. Alors c'était plus pour l'autonomie que pour la Constitution, mais la Constitution, ça pourrait faire peur à l'État fédéral. On l'a vu nous dans certaines régions espagnoles ou au Kurdistan irakien ou autres, où le gouvernement central a très fortement réagi à des velléités d'avancer vers une certaine autonomie un peu supérieure à ce qu'ils ont actuellement. Vous, Ottawa, du moment que ça reste à peu près dans les clous de ce qu'ils estiment être les valeurs fondamentales du Canada, ils n'essayent pas de vous l'interdire, ils n'essayent pas de mettre des mesures juridiques et ou autres, économiques ou même sécuritaires en place pour vous empêcher d'avoir ce débat. non, ben, c'est-à-dire Ottawa, vraiment, la Catalogne, c'est un peu un exemple qui existe, il faut le remettre dans le contexte. La Catalogne, c'est un endroit où est-ce qu'en Espagne, tu as eu un gars, Franco, qui a fait une espèce de régime des 10 commandements sans aucune élection pendant 40 ans et qui défiait l'Occident avec une dictature complètement absurde, complètement anachronique. Donc, tu sais, et genre, puis là, je dis pas ça du point de vue de tout le monde en Espagne, il y a plusieurs opinions, mais genre, mettons, du point de vue des diplomates occidentaux, on était sidérés, là, les gens étaient sidérés, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils voyaient, ils ne comprenaient pas pourquoi ça restait stable, l'Espagne. Quand ils ont vu ça, quand l'Espagne, après ça, a demandé de pouvoir réprimer la Catalogne, ce qui est arrivé, c'est que les diplomates occidentaux fait bon, ben, OK, les Espagnols sont un peu spéciaux, donc on va tolérer qu'ils fassent une répression un peu intense. Mais le Canada, eux, c'est le contraire. Le Canada, on est peace and love, là, on est l'État moral, on est les progressistes supérieurs. Si le Canada arrive et dit ouais, by the way, est-ce qu'on peut envoyer des tanks à l'Assemblée nationale? L'International va dire non, là, personne n'est intéressé par ça. Là. Oui, c'est ça, parce que du coup, donc ça, ok, ça se fait en bonne intelligence avec l'État fédéral. Comme on vous le rappelle, hein, les points principaux que vous avez dit, l'héritage français, la tradition juridique en termes de droit civil, la continuité historique du peuple québécois, ça, l'existence du peuple québécois, ça on l'a rappelé. Donc les descendants des premiers peuples français d'Amérique. Euh, Rappelons d'ailleurs que beaucoup de symboles qui font le Canada aujourd'hui ont été volés aussi aux Québécois. Que la feuille de chêne a été volée, la feuille d'érable, pardon, a été volée aux Québécois, que le nom de Canada vient aussi du peuple français d'Amérique du Nord originelle, etc. Donc vous essayez de récupérer aussi une existence historique qu'on vous a un peu volée en vous invisibilisant de par les symboles, de par l'histoire, etc. Mais après, ça va beaucoup plus loin, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une protection culturelle qu'on veut constitutionnelle sur toute la culture québécoise, qui va au-delà de la langue, hein, bien sûr, avec des soutiens très clairs aux institutions culturelles québécoises, donc un peu plus de concret que des grandes déclarations. Un truc juridique qui est très important, parce qu'on parlait juste avant du pouvoir des juges, qui a essayé de vous voler pas mal de droits qui étaient pourtant acquis, même s'ils n'ont pas été ancrés dans un texte fondamental comme la Constitution à laquelle vous aspirez. Et là, on veut revenir à une primauté de l'Assemblée nationale du Québec. En affirmant que l'Assemblée nationale est la première expression de la souveraineté du peuple québécois. Et donc pas de vastes textes qui sont votés à Ottawa, mais des textes que vraiment les Québécois eux-mêmes ont voté majoritairement selon un processus démocratique, et que l'Assemblée souveraine québécoise n'est pas là simplement pour faire joli, quoi. Exact. Ça, c'est vrai. Quelque chose d'autre, c'est un conseil constitutionnel québécois. Ça existe aussi.
Ça, dans le fond, c'est un peu une mini-Cour suprême locale au Québec qui sert à garantir le maintien de la Constitution québécoise. Puis ça sert un peu à infléchir un peu le fonctionnement de l'État. La façon que ça devrait fonctionner normalement, c'est que ça va être nommé aux 2 tiers de l'Assemblée nationale, les sièges de cette mini-Cour suprême-là. Puis ce qu'on anticipe, c'est que probablement que même si les jugements ne sont pas théoriquement non contraignants, on présume que la fonction publique québécoise va librement s'inspirer des jugements du Conseil constitutionnel. Donc, ça va être un peu de la soft law, comme on dit en anglais, du droit doux. Donc, ça n'aura pas d'impact juridique contraignant, mais ça va influencer juridiquement la fonction publique québécoise qui est loyale au Québec de cœur. Donc, ça va avoir des impacts indirects. Donc, ça va être contraignant, mais indirectement, dans le fond. Du soft law, un peu comme les normes d'environnement que parfois, c'est pas voté au Parlement, mais que des fois, c'est genre un conseil de BlackRock puis 2, 3 autres fonds indiciels qui décident de quelque chose. Mais pour la Constitution, ce serait le Conseil constitutionnel qui ferait les normes, puis la fonction publique, puis les autres acteurs qui s'ajusteraient en fonction d'eux. C'est parce que souvent en Amérique du Nord, ça fonctionne un peu comme ça, avec du droit doux, qui n'est pas nécessairement concocté par des parlements, mais qui est interprété ou concocté ou adapté par des acteurs non élus qui n'ont pas nécessairement le pouvoir contraignant, mais qui ont un pouvoir d'influence et que ça peut créer le droit à partir de normes qui existent, mais en les adaptant. C'est quelque chose de très nord-américain, qui n'a pas forcément d'équivalent ailleurs, mais qui est très normal en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on a pris la décision de procéder avec un conseil constitutionnel. En effet, parce que là, je vois dans les grands principes que vous voulez mettre dans la Constitution, on parlait tout à l'heure de l'identité ethnique qui n'est pas forcément abordée dans la définition de ce qu'est le Québec, mais il y a quand même des grands principes qui sont discutés, et notamment sans sortir du cadre canadien qui est très libéral, qui est très progressiste, mais une affirmation que l'intégration à la culture québécoise est un objectif premier. Alors, on imagine bien que c'est difficile de faire quelque chose juridiquement voilà, prégnant pour les institutions, parce que c'est un principe qui est un peu vague, mais on comprend que du coup, les fonctionnaires québécois et les décideurs politiques, si c'est ancré dans la Constitution, devront quand même faire en sorte de toujours aller dans une direction qui favorise l'intégration et pas simplement l'arrivée massive quantitative et pas qualitative, j'allais dire, au Québec, sans jamais se soucier de comment est-ce que ces gens allaient s'intégrer à la société et ne pas perturber le modèle québécois en place depuis des siècles. Oui, exact. Puis notamment, il y a une régionalisation de l'immigration qui est de plus en plus avancée. C'est-à-dire que, parce qu'avant, l'immigration, c'était tout à Montréal. Mais là, la mentalité de plus en plus, c'est de régionaliser l'immigration et de la dispatcher un peu partout pour que tu n'aies pas de cluster avec, entre guillemets, des espaces où il y a, où tu n'as pas vraiment de majorité. L'idée, c'est de régionaliser l'immigration à cause de ces enjeux-là, notamment d'intégration. Puis que ce soit réparti partout sur le territoire. Fait que ça, c'est une idée Mais du coup, les provinces auront leur mot à dire ou c'est Ottawa qui décide? Et c'est Québec qui gère ça. Ah, Ça, c'est c'est ça, la voilà. régionalisation. C'est au Donc niveau certaines québécois. provinces vont limiter amplement le nombre de migrants qui arriveront chez eux, et certaines seront obligées, pour des grands principes moraux qu'ils ont mis en avant depuis longtemps, d'en accueillir beaucoup plus. En fait, le Québec va se morceler en termes de QI. Non, mais c'est qu'en fait, c'est le Québec. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'empêcher que ce soit des concentrés juste à Montréal. Oui, L'idée, c'est juste concentré à Montréal. Donc, dans le fond, tu t'en répartis, t'en as une moitié, mettons, qui reste à Montréal chez les immigrants, puis l'autre moitié part ailleurs au Québec. Ça, c'est 100% québécois. C'est pas Ottawa qui s'en mêle. C'est vraiment purement québécois. Parce d'accord. que le Québec contrôle une partie de son immigration, notamment par le certificat de sélection du Québec qui s'assure que quelqu'un, voilà. Alors, Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il me semble que le Québec pouvait choisir les gens qui voulaient immigrer au Québec, mais simplement sur les données économiques, et que Oui, tout ce qui était droit des réfugiés et autres, c'était géré au niveau fédéral. ça, c'est vrai. Ça, Hmm. c'est vrai. Ça ne changerait pas parce que ça, Ottawa ne serait pas d'accord Oui, de c'est ça. donner ces pouvoirs-là. Non, gérer les réfugiés, non.
C'est ça. Non, Ottawa sont très d'accord pour le fait de garder ces pouvoirs-là. Ouais. Ça, non, ils sont pas intéressés. Par contre, l'affaire, c'est qu'Ottawa, souvent, sont plus trop. Genre, Ottawa, c'est rendu rare là, qu'il y ait des affaires. Genre, il y a une guerre, puis le premier réflexe, c'est qu'on accueille 100 millions de Ah, réfugiés. c'est ça. Ça arrive moins ces temps-ci parce que de nos jours, quand un gouvernement accueille plein d'immigrants, la population vit ça de façon aussi méchante que si jamais c'était un gouvernement qui imposait une austérité massive. C'est con, mais c'est ça. La population n'aime pas ça à 5 milliers. Alors la question que je me pose quand vous nous présentez finalement la proposition de cette constitution, qui est en fait une façon de graver dans le marbre un certain nombre d'éléments de ce qu'est l'identité du Québec, c'est quel est le positionnement des mouvances politiques, des organes politiques du Québec? C'est-à-dire comment se positionne la gauche par rapport à ça? Comment se positionne la droite? C'est vrai que nous, en France et en Europe de l'Ouest, ça nous paraît assez étonnant parce que moi, ça me rappelle comment dire, la proposition de constitution européenne où la France de Jacques Chirac s'était opposée à l'inscription des racines chrétiennes de l'Europe dans la Constitution, ce qui fait que du coup on l'a pas inscrite. J'ai l'impression que c'est tout l'inverse au Québec, que le projet de Constitution que vous faites, au contraire, s'évertue à inscrire tous ces éléments importants, la langue française, l'héritage de la Nouvelle-France, etc. Alors comment réagissent les différentes mouvances politiques? Ouais, déjà, les libéraux, eux autres, sont convaincus là, que t'as la marche sur Rome qui s'en vient. Là, sont convaincus là, que c'est un takeover fasciste. Hmm. Ils sont convaincus. Là, eux autres, ben, d'ailleurs, on va parler d'eux après parce qu'eux autres, ça va pas bien, mais des libéraux québécois sont convaincus que la gauche est convaincue, là, ils sont convaincus d'être convaincus que c'est bon. En tout cas, on les connaît, ils font leur crise du bacon, leur crise de vedette. T'as les libertariens qui n'ont pas vraiment de position claire. C'est les libertariens avec le Parti conservateur du Québec, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils pensent. Ils évitent le sujet. Le Parti québécois dit non, c'est une fausse constitution. Ce qu'il Ah faut, oui. c'est le référendum. Ils attendent le 50% qui ne vient jamais. Hmm. C'est un peu comme une église millénariste attend le Messie. Donc, voilà. Donc, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de référendum gagnant qui s'en vient. Le Parti québécois invente un référendum gagnant qui s'en vient pour gagner des votes. Mais un référendum perdant, ce qui arriverait pour vrai, si le PQ gagne, ferait reculer le Québec parce que ça donnerait une impression de Hmm. chaos parce que les gens paniqueraient à cause du référendum parce que les boomers auraient un biais. Parce que les boomers, dans le fond, s'il y a un référendum demain matin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont se rappeler 95. Puis les boomers, c'est eux qui ont l'argent. Factuellement, les boomers, c'est eux qui ont l'argent. Si demain matin, tu as un référendum, les boomers vont paniquer parce qu'ils se rappellent de 95 où le référendum a failli passer. Et là, ils vont paniquer, gérer leur argent n'importe comment, ça va être le chaos. Et puis là, ça va être, c'est puis là, Ottawa, quand le référendum va finir, il faut mettre des limites aux nationalistes québécois parce que c'est dangereux, ça crée du trouble sur les marchés financiers, etc. Ça va être à cause du Parti québécois qui est en tête dans les sondages présentement, qui veut faire ce référendum bidon-là qui créerait des problèmes et qui n'en réglerait pas. Mais présentement, il reste du temps pour adopter la Constitution. Ça ne réglerait rien sur ce plan-là, la Constitution, mais ça limiterait un peu les dérapes qu'Ottawa pourrait avoir pour, mettons, restreindre un peu le Québec après ça. Parce que il y aurait des pas qui seraient fermés à double tour avec la Constitution que Ottawa pourrait peut-être moins revenir serrer la vis. Là. Donc, premièrement, donc le Parti québécois, pour revenir à la Constitution, leur position, c'est qu'ils sont contre, mais ils n'ont pas vraiment de position claire pour l'abolir s'ils reviennent au pouvoir. Eux autres, ils veulent une constitution québécoise, mais d'un Québec indépendant. C'est pas clair que vraiment, si un Québec si le Québec perd leur référendum, il abolirait la constitution. Alors, juste avant de continuer sur ce sujet, on va écouter un petit bobino et on revient dans quelques instants.
Chers amis, savez-vous que cette année, alors que l'on nous demande toujours plus d'économies, l'État a débloqué plus d'1 milliard pour financer l'aide médicale d'État allouée à tous les immigrés illégaux. Si, comme moi, vous trouvez choquant l'usage qui est fait de notre argent, alors je vous propose une solution pour lutter contre ce gaspillage. Pour empêcher l'État de financer les immigrés illégaux, les LGBT et je ne sais quoi encore, vous avez jusqu'au 31 décembre minuit pour sauver une partie de vos impôts et l'attribuer à une cause qui vous est vraiment chère. En soutenant Radio Courtoisie, qui chaque année touche 0 € de subvention parce qu'elle ne vit que grâce à vous. Vous nous permettez de vous apporter une information de qualité et de dénoncer les scandales qui minent notre société. Aidez-nous à défendre vos idées. Avant le 31 décembre, minuit, faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Votre don est déductible de 66%, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un don de 100 € ne vous revient donc en réalité qu'à 34 € et vous permet de donner une partie de vos impôts à une cause que vous soutenez vraiment. Nous sommes de retour dans le Libre Journal de l'Occident, toujours avec Benoît Kézami et toujours dans l'attente de Jésus-Christ, mais également dans l'attente moins importante, mais importante quand même, d'Alexandre Cormier-Denis, qui ne viendra peut-être pas, finalement. Oui. Quoi qu'il en soit, nous parlions de ce projet de constitution qui a été déposé en octobre pour le Québec, qui est un projet qu'on peut qualifier d'identitaire, enfin que je m'aventure à qualifier d'identitaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Benoît. La dérape identitaire. Comment la population québécoise aborde cette constitution? Et c'est plutôt quelque chose de positif, j'imagine? C'est bien accueilli? Ah, la population, quand ils ont adopté quand ils ont déposé la constitution au Parlement, il y avait 100 000 personnes dans la rue, il y avait des foules en la population s'en fout, globalement. La population était un peu pour, un peu contre, mais genre, globalement, il y a une petite pluralité contre, il y a une grosse minorité qui ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, puis il y a une grosse minorité qui est pour. Globalement, c'est assez vague là, ce que la population en pense. Il n'y a pas vraiment eu de sondage. Non, globalement, c'est assez neutre. Ça ne soulève pas des passions incroyables. Non, c'est ça. Là, ça ne soulève pas des passions incroyables. Puis c'est un peu normal. Là, c'est un projet technocratique qui sert à clore des débats et pas à soulever des passions. Là, le but là, avec cette constitution-là, c'était pas d'avoir 100 000 personnes dans la rue en train de célébrer. C'était pas ça. D'accord. Donc, sur les temporalités, vous nous disiez que éventuellement, donc là c'était déposé en octobre et avec le calendrier parlementaire, éventuellement on peut espérer que ce soit voté d'ici 8 juin. Ouais, d'ici juin, peut-être mai ou avril, dans ces eaux-là, là, à peu près. Là. Ouais. Alors si on se prête au jeu des prospectives, vous nous disiez tout à l'heure que c'était une étape dont on ne sait pas quoi ou de quelque chose dont on ne veut pas forcément parler, mais si vous essayez à nous dire de l'étape de quoi il s'agit, première étape de quel agenda, j'ai envie de dire. L'agenda d'affirmation du Québec, de développement intellectuel et national et de développement intellectuel, national et affirmationnel de la nation québécoise, de nature à créer un foyer national pour les Québécois en Amérique du Nord, dans le cadre québécois et canadien, globalement. Oui, parce que du coup, si on prend le parce que vous disiez que c'était hyper divisé entre les différents partis, les différents mouvements, etc., et qu'il y avait deux grosses minorités, on va dire, et que les autres, globalement, ne savaient pas comment se positionner. Le parti qui vraiment principalement va porter ça aujourd'hui, c'est plutôt la CAQ. La coalition Avenir Québec, qui elle-même... Oui. Et après, je pense que ça nous permet de bien sonder un petit peu quel est le but de cette constitution, puisque c'est un parti lui-même qui se définit comme ni à court ni à moyen terme en faveur de l'indépendance, qui se veut plutôt autonomiste, nationaliste, mais plutôt centre-droit, quelque chose qu'on a du mal à comprendre en France. Mais qui, voilà, nationaliste, mais qui n'est pas radical comme on pourrait l'entendre en France ou en Europe quand on parle de nationalisme.
Là, c'est la Mais c'est parce défense que de la nation, mais sans forcément être radicalement de gauche voilà, ou radicalement de droite. C'est un parti qui n'est pas ultra-libéral, qui est aussi en faveur d'un fort pouvoir des services publics sans être fortement libéral, mais en étant plutôt à droite, qui est pour l'autonomie sans être pour l'indépendance. Donc voilà, en fait, c'est une direction qui va plus, en effet, vers une reconnaissance identitaire qu'une avancée politique de fracture avec Ottawa. Exact, exact. Et la CAQ, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je ne sais pas où je m'en allais, c'est que la CAQ, il faut comprendre que c'est un parti, parce qu'au Québec, le nationalisme, l'affaire, c'est qu'on n'a pas de pays. Fondamentalement, on n'a pas de paysans, on n'a pas de siège à l'Union, on n'a pas d'armée, on n'a rien. Donc, le nationalisme québécois, dans ce contexte-là, ça se définit contre Ottawa. Ça ne se définit pas nécessairement contre le fait, contre les minorités québécoises. Ça se définit d'abord contre Ottawa. Ça se définit d'abord pour l'autonomie, pour les compétences québécoises, puis pas nécessairement contre les minorités comme telles. Bien sûr. Et c'est pour ça que là, en fait, il y a des choses qu'on peut pas forcément cerner en France et en Europe aujourd'hui, comme un nationalisme de gauche au Québec, par exemple, qui est quelque chose qui existe, qu'on a du mal à percevoir aujourd'hui chez nous en France. Ça n'existe pas sur l'échiquier politique en France ni en Europe, non. Oui, ça doit pouvoir se trouver, mais ça doit être 3 personnes qui ont fondé leur mouvement, qui ont créé un logo étrange. Bon, ça serait à mon avis de nature à faire peur, ça rappellerait un petit peu l'Alliance nationale socialiste des années 30, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en voit pas, nous, sur notre échiquier politique. C'est ça, exactement. Ouais. Il y a Soral, mais ça, non, je pense pas je pense qu'il cancel un peu. Bien sûr. Ok, donc très bien. Et donc, ça, à partir de là, est-ce que là, vous avez déjà... T'as pas l'air content que j'ai mentionné Soral en ondes. on peut, hein, vous savez. Faut bien qu'il soit mentionné quelque part. Mais donc, non, mais en fait, c'est vrai que aujourd'hui, vous avez quand même déjà... parce que là, du coup, on va revenir sur quelque chose franco-français, mais ou en tout cas transatlantique sur le prisme français. Vous avez déjà, aujourd'hui, il me semble, la capacité d'avoir des relations internationales directement avec le Québec. Vous avez un ministre des Affaires étrangères québécois, semble-t-il. Oui, exact. On a ministre des Affaires étrangères québécois. On a ça, c'est vrai. Donc, donc cette diplomatie-là, ça sert à faire du commerce d'affaires, puis avec la France, une relation diplomatique complète. Il faut comprendre que chaque premier ministre québécois est reçu à l'Élysée quelque part dans son mandat. C'est normal. J'ai reçu à l'Élysée comme si c'était un président africain, comme si c'était un président sud-soudanais, n'importe quoi. C'est normal. Vraiment, le premier ministre québécois est reçu à l'Élysée. Et le président français ou le premier ministre français peut venir à Québec, peut venir à Montréal. C'est considéré comme normal. Ça, il faut le comprendre aussi. Parce que tu as la diaspora, tu as une forte diaspora française au Québec. Cette diaspora française-là, elle a un vote de principe. Elle a un vote d'honneur. Ce vote d'honneur-là, il est pour le maintien dans le Canada. Et donc, il vote pour les libéraux. Puis après ça, non, c'est ça. Puis il vote pour la gauche au municipal. Il vote... non, c'est ça. Fait que ça crée un peu... Les gens ne comprennent pas parce que les gens se disent « Ouais, mais les Français ne seraient pas supposés un peu d'être des alliés. » Ben non, ils ont un vote de principe, mais le principe, il est pour le maintien dans le Canada. Fait que va savoir pourquoi. Mais... C'est le problème des Français de l'étranger en général. Oui. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde le vote des expatriés à chaque élection présidentielle française, c'est 90% de vote pour le centre-gauche, hein, voire si ce n'est plus. C'est drôle, ils ne sont pas intéressés de vivre en France, mais ils sont intéressés de parler. Oui, c'est assez étonnant. Oui. Sont pas... C'est-à-dire, c'est un peu comme les boxeurs qui sont des youtubeurs à la base. Ils parlent beaucoup, mais ils n'assument pas. Non, mais hier soir, on l'a vu, oui, avec Logan Paul qui s'est fait fracturer la mâchoire alors qu'il essayait de combattre pour une fois quelqu'un qui est réellement un professionnel de la boxe. Donc, oui, c'est sûr que ça... Et donc, est-ce qu'on peut espérer
avec cette autonomie un peu renforcée par la Constitution si elle est votée, une présence encore plus importante du Québec dans les relations internationales ou ça restera vraiment franco-québécois? C'est vrai, ça, c'est vrai, parce que dans le fond, dans la Constitution, tu as, un article qui dit que le Québec peut signer des trucs par lui-même sans qu'Ottawa signe par-dessus nous autres. Ça, c'est vrai. Le Québec a une pleine personnalité juridique internationale. Ça, je pense que la Constitution le dit. Fait que ça, c'est vrai, là. Donc on a quand même une vraie révolution politique en interne et géopolitique en externe. C'est vrai que ça va donner des choses. On s'en rend peut-être pas compte, on n'en parle pas beaucoup, mais alors que en fait, les nations ont du mal à savoir exactement ce qu'elles vont devenir dans les 10 prochaines années, alors que le monde n'a jamais été aussi instable, c'est peut-être le moment de l'histoire pour le Québec pour devenir une Suisse d'Amérique du Nord et remettre un peu d'ordre entre devenir une zone un peu stable entre les libéraux tarés d'Ottawa, les États-Unis que je me permettrai pas de catégoriser parce que ça change une semaine sur deux, et l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud qui est en train de radicalement basculer d'une semaine sur l'autre en fonction des élections. En fait, vous êtes un peu le seul élément de stabilité sur l'intégralité des Amériques. Ouais, ça, on met de l'ordre en Amérique du Nord. On est le seul élément stable. On met de l'ordre. On est au refuge, mais venez pas nous écœurer. Non, mais en tout cas, il y a quand même un projet cohérent. Quand on regarde l'historique que vous nous avez fait au début de l'émission, cette nouvelle étape qu'est la Constitution, on a quand même l'impression d'un projet cohérent qui avance petit à petit vers ce renforcement de cette nation de Français en territoire d'Amérique du Nord. C'est assez rassurant en quelque sorte d'avoir ce projet politique. Ben exact, parce que ça donne un sens à l'histoire, puis ça montre que, tu sais, un peuple peut vivre dans un état de diaspora intérieure et un jour aspirer à se relever malgré la conquête, malgré le grand dérangement. Non, parce que ça, le grand dérangement, c'est un épisode fondateur. Hein, ça, vous vous en rappelez. Ça, c'est que dans le fond, il y avait eu l'Acadie. Ça, dans le fond, c'est les provinces canadiennes actuelles de Nouvelle-Écosse, de Nouveau-Brunswick, etc. Et Ottawa avait fait un nettoyage ethnique des années 1755. Ottawa avait pris tous les hommes, ils les avaient envoyés en Louisiane. C'était un nettoyage ethnique atroce. Et à cause de ça, il y avait eu une population qui était restée et qui avait peur des Anglais, qui n'osait pas s'affirmer. Puis ça a pris beaucoup de temps pour les Québécois qui étaient plus dans la région de Montréal, là, plus loin, mais j'en avais entendu parler, réapprennent à dire non à l'autorité d'Ottawa parce qu'il y a ce souvenir-là du nettoyage ethnique. Il faut comprendre que même Justin Trudeau, qui s'excusait pour tout et n'importe quoi, pour ce nettoyage ethnique-là, il a systématiquement refusé de s'excuser parce que ça remettrait trop en question l'autorité fédérale s'il s'excusait pour ce nettoyage ethnique-là, qui était un nettoyage ethnique très novateur dans sa forme. C'était un des premiers nettoyages ethniques qui avait choqué le monde européen à l'époque, en blanc. Ah oui. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant de la part de la gauche libérale qui est prête à s'excuser pour à peu près tout, même ce dont elle n'est pas responsable, effectivement de ce refus à cette occasion. Oui, exact. Il est en première ligne pour toutes les manifs, mais à la manif pour le mémoire du grand dérangement, il ne voulait pas être en première ligne de ça. Oui, bah c'est en France, on a l'équivalent avec la République qui Emmanuel Macron qui s'excuse pour les crimes contre l'humanité prétendus en Algérie, Chirac en son temps qui s'était excusé pour le régime de Vichy. Mais la loi pour l'extermination des Vendéens n'a toujours pas été abolie en France, donc finalement on reste voilà dans les mêmes logiques hein, de part et d'autre. Mais les nobles, c'était pas drôle là, comment ils ont été traités pendant la Révolution. Là. Ah bah drôle, oui, non, je pense pas que c'est le meilleur qualificatif qu'on pourrait fixer, en effet, ouais. C'était pas comme... Mettons, ils ont été traités de façon assez
de façon très autoritaire, de nature à ce qu'il n'y en ait plus beaucoup après la séquence. Voilà, c'est ça, exactement. De là à parler de génocide. Oui. Mais très bien. Et donc, sur les applications autres du Québec, parce que du coup, là, on parle vraiment, on est centré sur cette constitution, est-ce que ça s'inscrit dans un schéma global de progression politique de certains courants au Québec? Tiens, quels sont, parce qu'on en parlait précédemment, hein, pas forcément dans cette émission, des différences fondamentales entre le Québec et les grandes villes de l'État fédéral, notamment en termes de sécurité. On a du mal à se projeter en France, mais vous me disiez, Benoît, qu'il y avait vraiment une sécurité très présente au Québec. C'est très choquant de voir certains types de crimes et de délits, puisque là-bas, ça se produit très peu, que vos prisons sont pas du tout surpeuplées comme nous, elles pourraient l'être en France, que le droit vraiment s'applique au quotidien. Quels sont les vrais débats politiques qui marquent la société en dehors de cette question d'identité, en dehors de cette question de constitution, où se place, voilà, où en sont les débats sur les questions d'économie, sur les questions de relations avec les États-Unis, sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité, sur les questions d'éducation, qui sont extrêmement importantes et qui aujourd'hui dans beaucoup de pays font débat. Voilà, quels sont les clivages politiques au Québec et vers où on tend dans les années à venir? Ben, en fait, la situation qu'il y a, ben, au niveau de l'économie, ben, ce qui est plate, c'est que tu as une crise des SDF. C'est-à-dire que tu as des colonies de SDF géantes qui prennent d'assaut des gros parcs qu'on a parce qu'ils n'ont plus de maison. Donc, ça, c'est un problème au Québec. Ensuite, tu as, un autre enjeu qui est l'inflation. C'est-à-dire que là, présentement, à cause que les gens sont outrés qu'il y ait des colonies de SDF géantes puis qu'ils se sentent un peu coupables, là, ils vont prendre d'assaut des épiceries, puis les dévaliser, puis prendre un sapin de Noël improvisé, puis mettre la bouffe qu'ils ont pillée sous ce sapin de Noël-là pour nourrir les SDF. Donc ça, notamment dans l'Est de Montréal, c'est des scènes qu'on peut voir. Puis après ça, tu as les médias qui vont en parler, puis qui vont rajouter de l'huile sur le feu en disant, bon, on reconnaît la bonne intention, mais ce n'est pas correct, puis ça crée du désordre. Ben oui, mais parle-en pas si ça crée tant de désordre que ça. Voilà, ferme-la. Mais Oui, donc, ce serait un peu l'équivalent de pénurie des rouleaux de PQ pendant le Covid. Les gens voient qu'il y a une crise économique importante et ponctuelle, j'espère ponctuelle, et donc se ruent vers les épiceries en cette période de Noël pour essayer de nourrir les gens comme ils peuvent, pour que les gens essayent vraiment de s'imaginer. Parce qu'on a du mal. On aimerait bien, nous, que les gens charitables en France réussissent à faire à dévaliser les épiceries, ce qui est loin d'être le cas. Nous, en France, dans notre société très self-centrée, je pense que ce qui est comparable pour que les auditeurs puissent se rendre compte, c'est plutôt les gens qui essaient de faire leur petite réserve pendant le Covid en ayant peur de faire face à l'apocalypse zombie, quoi. Non, c'est ça. Moi, je me rappelle que chez vous, à un moment donné, on s'était rendu compte qu'il y avait un bouchon de circulation pour sortir de Paris. Puis ça, c'était la journée que Macron avait annoncé le confinement. Oui. Tous les riches étaient sauvés. Tous les riches étaient sauvés. Ah oui, pour le Covid, de toute façon, là, on commence à se souvenir de toutes les anecdotes. Et surtout, en fait, ce qui fait le plus mal, c'est qu'on commence à revoir toutes les photos. Des masques improvisés avec des seaux de jardinage, avec des sacs plastiques de congélation troués pour laisser passer uniquement les yeux, avec des masques de plongée, avec des tubas, des gens qui ont été faire les courses en masque de plongée, en tuba. Oui, non, c'est vrai qu'on a pas lésiné sur le ridicule, hein, je veux dire, tout le monde avait fait, il y avait les cadeaux d'entreprise avec des masques, avec le logo des entreprises, et puis ces revirements incessants, avec au départ, on nous expliquait que le masque, il fallait surtout pas le mettre, que c'était pire qu'autre chose, et que Sibeth Ndiaye qui expliquait qu'elle savait pas mettre un masque, pour 3 semaines après nous dire que tout le monde devait être un masque, même chez soi, même pour accoucher, enfin c'était complètement, c'était un autre monde. Moi, je dis le bébé. Moi, je dis fallait masquer le bébé. Ouais, Moi, je pense que c'était pas à l'époque. En fait, on a du mal à se souvenir, hein, mais j'imagine qu'à l'époque, c'était pas si saugrenu que ça, hein. Mais voilà. Donc, et du coup, à part donc cette crise des sans-abri et qui provoque donc une inflation par l'excès de charité des Québécois, encore une fois quelque chose qu'on a peut-être du mal à appréhender en France. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans le grand débat entre les partis? Est-ce qu'il y a des sujets qui arrivent vraiment à mobiliser l'opinion, qui inquiètent, quels sont L'immigration est-il un sujet au Québec qui cherche à affirmer son identité?
L'immigration, tu as une baisse. L'immigration, le gouvernement, il essaie beaucoup de faire baisser l'immigration. Ça, c'est vrai. Même que notre démographie a baissé tellement qu'on a baissé l'immigration. Hein. Fait que ça, c'est vrai. Oui. Mhm. Donc ça, quelque chose de très québécois. C'est-à-dire, comment je dirais ça? C'est-à-dire, on a. Donc, c'est des questions sur l'économie. Parce que nous, au Québec, il faut comprendre les mœurs au Québec. C'est-à-dire, le Québec, c'est un cycle toutes les 48 heures. Puis ce cycle-là, c'est décidé par les résultats au hockey sur glace. C'est-à-dire qu'au Québec, les Québécois, les Québécois, ils attendent le résultat du match du Canadien. Et c'est ce résultat-là qui dit aux Québécois s'il a le droit d'être content pendant ces 48 heures-là ou si jamais il doit être de mauvaise humeur. C'est ça le rôle d'un match du Canadien. Ça dicte l'humeur nationale. Fait que, mettons, les années qu'on perd tout le temps, tout le monde est bougonne à l'année longue. À D'accord. l'année longue. Et si jamais on gagne tout le temps, ben là, tout le monde est content. Puis, mais si jamais on gagne toute l'année puis qu'on va pas loin en série, là, tout le monde bougonne. Fait que, non, c'est ça, je fais des farces, mais c'est ça, les résultats du Canadien, c'est très important. C'est quelque chose de très important anthropologiquement au Québec. C'est comme un signal que le cerveau capte. Et tout le monde sait si les Canadiens ont gagné ou s'ils ont perdu. C'est très important. Euh, Parce que là, donc ça, c'est... parce que Guillaume parlait de l'immigration, c'est intéressant ce que vous avez dit, Benoît, sur le fait que ça a joué sur la natalité. Il y a des problèmes de démographie au Québec aujourd'hui. On est là en France, là c'est le grand débat depuis une semaine, on nous a annoncé que les décès venaient de dépasser les naissances pour la première fois et que sans l'immigration, on allait tous disparaître, que c'était la fin du monde. Au Québec, comment ça se passe? Vous avez des problèmes de démographie? Je ne sais pas combien d'enfants par femme vous êtes à peu près. En effet, est-ce que c'est lié à l'immigration? Sachant que l'immigration que vous avez réduite il n'y a pas longtemps, c'est pas forcément l'immigration centrée sur les pays complexes, comme dirait Donald Trump, mais je sais qu'il y a notamment sur les Français. Je sais que aujourd'hui, pour avoir un titre de séjour permanent pour les Français, alors je sais plus, c'est un certain nom de titre de séjour, mais c'est extrêmement difficile, même pour les Français. Voilà, sur toutes ces questions-là, comment ça se passe au Québec aujourd'hui? C'est-à-dire, l'immigration a baissé. Ça, c'est factuel. Ça, il y a beaucoup les PEQ, ça, il y a beaucoup de Français Oui, qui voilà, disaient c'est ça. ça, ils ont coupé ça. Ça, c'est factuel. Bon, ça, c'est factuel. Mais, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont coupé des PEQ. Le taux de naissance au Québec, c'est de 1,33. Ah oui, complexe. Mhm. C'est complexe, c'est Nous, ça. on se plaint avec Fait que nos 1,80, Ouais. 1,70, 1,80. Ouais. Bah, Non, quoique mais ça, sortir parce que- l'immigration Bah, on doit être à peu près d'origine pareil. africaine, on est peut-être à la même chose. Ouais. On doit être à peu près pareil. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que... Non, mais c'est ça, tu sais, fait que... Ah oui, 1,33, et ça commence à être compliqué. Ouais. Sur des territoires aussi grands. Et c'est un sujet c'est un sujet qui est pris en compte par les mouvances politiques ou ça inquiète C'est un sujet qu'on parle pas. Parce que c'est un sujet qui est loadé. On veut pas faire paniquer les gens. On veut pas que les gens pensent qu'on est contre le féminisme. Fait on reste tranquille. On dit pas grand-chose. Mhm. On comprend ce qui se passe, mais on dit pas grand-chose. On n'en parle pas trop. D'accord. On reste calme. Oui. Très calme. Et vous êtes Ouais. influencé par cette étant voisins des États-Unis d'Amérique qui eux sont des déchaînés par des passions sur ces sujets-là. Ouais, exact. Vous êtes influencé ça, par le mouvement MAGA sur tous ces sujets-là? Ouais, le mouvement MAGA, ça, on connaît pas ça au Québec. Ça, on n'a pas. On remet Québec Great Again, on est conquis depuis 1766. Mm. Parce que si on deviendrait Great Again, on serait plus conquis qu'on est présentement. Là. Fait que non, on veut pas donner Great Again. Là. On veut pas donner... Fait que non, ça, notre histoire, on peut écrire, on régresse pas. Là. Fait que non, on veut pas donner Great Again. Parce que mettons qu'on régresserait, mettons qu'on reviendrait Great Again, on reviendrait à l'époque que tout était en anglais, Mhm. tout le monde était pauvre, que personne n'avait de REER. Non, personne ne veut que le Québec devienne Great Again. Tout le monde veut que le Québec devienne Great Tomorrow. Là, Oui, c'est ça. Vous êtes
sur une vision linéaire un peu de l'histoire. Vous progressez pour l'instant, vous allez de Ouais, c'est ça. l'avant. Et... Je sais que dans beaucoup de pays, parce que moi, je suis humble. Je sais que dans beaucoup de pays, c'est up and down. Mais objectivement, le Québec, il n'y a pas de période avant qu'on était great again. Ça n'existe pas. Là. Mhm. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, c'est pas du tout le projet. Donc vous, c'est une accession lente et difficile à une véritable autonomie et à une véritable existence reconnue au sein du Canada, mais ça avance. Ça va plutôt chaque année meilleur que la précédente en termes de futur pour le peuple québécois. Ouais, l'an prochain à Jérusalem, comme les autres disaient. Alors que nous, voilà, nous c'est plutôt l'inverse. Nous, chaque année nous fait un peu plus peur que la précédente. C'est ça, exactement. Mais On sent qu'on se dirige c'est vers bien, c'est bien de voir des gens optimistes. On se dirige vers des grands mouvements, mais pas forcément positifs. Voilà, Voilà. on sait pas trop où on va. Bon, des grands mouvements de foule. Des grands mouvements. Voilà, exactement. Ouais. Mais justement, parce que vous dites l'an prochain à Jérusalem, mais ça me fait penser à ça, parce que vous êtes analyste géopolitique. Et ma question, c'est de savoir, pareillement, le Québec se positionne-t-il sur les conflits? Vous nous parliez de Justin Trudeau qui s'était retiré de la coalition pour attaquer l'État islamique. Bon, voilà, c'est assez particulier. Comment le Québec se situe par rapport au conflit russo-ukrainien, au conflit israélo-palestinien? Quelles sont les positions des mouvements québécois et veulent-ils prendre parti sur ces sujets-là? Ben, le Québec, sur le mouvement ukrainien, on soutient la diaspora ukrainienne, on soutient l'Ukraine, on soutient Zelensky, c'est-à-dire on est full support, hein, comme diraient les autres. Après ça, sur le conflit israélo-palestinien, les Québécois sont mixtes, c'est-à-dire les Québécois condamnent l'antisémitisme très fermement, puis ils reconnaissent le droit d'exister à Israël. La majorité sont conscients de ça. Ils sont conscients qu'il n'y a pas de paix au Moyen-Orient sans Israël, qu'Israël est un fait et qu'il n'a pas vocation à être évoqué. Les Québécois aiment leur communauté juive. La communauté juive est intégrée au Québec et les Québécois s'entendent bien avec et les Juifs francophones sont considérés comme pleinement québécois. Donc ça, c'est factuel. Sur la question israélo-palestinienne, c'est compliqué parce que les Québécois voient bien les images à Gaza qui sont atroces et ne veulent pas nécessairement approuver tout ce que Netanyahou fait, tout comme les Juifs québécois ne sont pas nécessairement tous d'accord avec ce que fait Netanyahou. Ce que ça fait, c'est qu'il y a de la polarisation sur les campus, des jeunes, mettons, maghrébins un peu émotifs, ou des jeunes blancs parfois un peu émotifs qui veulent un peu souligner un peu l'injustice de voir le génocide, entre guillemets, à Gaza. Ça existe, mais c'est des gens isolés. C'est pas la majorité de la société. Puis même la mairesse de Montréal est plus ferme que celle qu'avant contre l'antisémitisme. La mairesse de Montréal, une Chilienne, Mme Soraya Martinez Ferrada, issue du Parti libéral de Justin Trudeau, justement, elle est très ferme sur l'antisémitisme, mais pour l'alliance traditionnelle entre le Canada et la communauté juive. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a comme aux États-Unis des organisations telles que l'AIPAC ou ce genre d'organisation qui essaie d'influencer les politiques dans le sens des intérêts d'Israël au Moyen-Orient, etc. Ou c'est plus un sentiment naturel, on va dire, des Québécois en faveur de la communauté juive? Il faut séparer deux choses. Au Québec, tu n'as pas vraiment de masse d'antisémitisme ouvert. Les gens ne se ressentent pas nécessairement ça de cette façon-là. Tu as le CIJA qui existe un peu pour servir un peu là, de traducteur culturel pour expliquer, mettons, qu'est-ce que les Juifs, règle générale, vont penser, c'est quoi les consensus communautaires, etc. Mais t'as pas, genre, le Québec n'est pas antisémite. C'est pas comme les États-Unis que sans l'AIPAC, le Congrès voterait n'importe comment, etc. Le CIJA, c'est plus soft. Mettons, ils vont organiser des visites de Québécois politisés vers Israël pour un peu tisser des liens, etc. Ça existe, mais ça reste assez soft. C'est très soft power. Puis les Québécois aiment bien sa communauté juive parce que ça prouve que le Québec est d'envergure mondiale, hein, le fait qu'il y ait une communauté juive au Québec, hein, parce qu'il n'y a pas de grosse communauté juive au Honduras. Hein. Mais c'est ça, ça prouve l'envergure mondiale du Québec. Ça, tout le monde le reconnaît. Là. Oui, j'imagine que de toute façon, c'est vrai qu'encore une fois, c'est une des différences entre le Québec et la France, où nous, on a une
une diaspora, on a également une communauté juive importante, mais on a surtout une communauté musulmane de plus en plus importante. Et on se retrouve avec des débats extrêmement enflammés sur ces conflits où chacun est sommé de prendre une position très ferme sur ce sujet-là. J'imagine qu'effectivement, le contexte est différent parce que quelle est la proportion de musulmans, par exemple, au Québec? Je sais pas. La proportion de 23%, là, à peu près. Là, 23%? Oui, quand même. 3%, 3%. Ah, 3%. Oui, Oui, oui. oui, donc effectivement, ouais, c'est... Mais 3%, ça serait beaucoup. Ça serait beaucoup. Oui. 3%. Non, C'est des chiffres qui ne sont pas trop étrangers, même si c'est pas selon les organisateurs, mais... Ouais, c'est ça. Encore que, hein, je sais pas, il faudrait regarder les sondages, mais on doit être pas très loin de ça en France. Le chiffre officiel, je pense, il est plus bas, mais on sait qu'il est pas réaliste. Oui, tout à fait. Le chiffre officiel, en tout cas. Mais oui, c'est ça. On a 3% de musulmans. Puis la communauté juive, je pense que c'est une couple de centaines de milliers de personnes. Oui, bien Fait sûr. que Ouais. c'est jamais gros une communauté juive parce que la communauté juive, il n'y a pas de conversion. Là. Il y en a, mais minimal. Là. Il n'y a pas de bullshit. Là. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est très. Oui, les conversions très, sont très marginales. Ouais. C'est un long parcours. Par contre, si jamais tu es juif et que tu le sais pas, on peut venir te le dire que tu l'es, mais à part de ça, non, il n'y a pas de conversion. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord, donc géopolitiquement, il y a une position favorable plutôt à l'État d'Israël, on va dire, même s'il peut y avoir des divergences sur la politique de Netanyahou. Et sur le conflit russo-ukrainien, soutien à la diaspora ukrainienne qui est effectivement plus... Enfin, vous avez accueilli, j'imagine, les réfugiés ukrainiens de ce conflit. Exact. Et quand il y a des conflits ouverts entre Trump 2 et le Canada, le Québec s'en réjouit, le Québec intervient, le Québec essaye d'utiliser ça comme un levier, ou non, vous regardez faire et vous comptez les points. Entre Ottawa et Trump, le Québec soutient Ottawa. Malheureusement, parce que Trump il est vu comme irrationnel, il est vu comme fou, il est vu comme dangereux, il est vu comme vulgaire, il est vu comme raciste, il est vu comme sexiste. Il est vu comme odieux. Fait que c'est ça. D'accord, ouais. Fait que c'est ça. D'accord, oui. Oui, bah, effectivement, on lui prête toutes les tares de l'humanité. Mais c'est vrai qu'en même temps, il avait commencé un petit peu fort son mandat en expliquant qu'il allait annexer le Canada. Alors, je sais pas. Je sais pas si vous aviez vu ça d'un bon oeil. Hein. Ça a peut-être joué forcément sur son image. Ouais, c'est ça. Les gens n'étaient pas d'accord avec le fait de. Non, c'est drôle, là, quand on parle d'être annexé dans un pays qui a des fusillades scolaires chaque 2 semaines, les gens sont pas d'accord. Oui, ça se comprend amplement. Et puis, pour le Québec, ça n'aurait pas signifié un renforcement de l'identité française du Québec. Probablement pas. C'est ce qu'aux États-Unis, il aurait interdit tout ce qui est loi 101, etc. Là, fait que non, on n'est pas intéressé. Voilà. J'en reviens à cette constitution. Quelles sont les chances qu'elle soit adoptée? Quelles sont les chances qu'elle soit rejetée, selon vous? S'il y a un vote, elle va être adoptée. C'est-à-dire, s'il y a un vote au Parlement, elle va être adoptée. Ce qui reste à déterminer, c'est est-ce qu'ils vont réussir à avancer le processus législatif assez pour qu'elle soit votée. Normalement, ça va être oui, mais tu as toujours la chance que tu aies un changement de chef, quelque chose comme ça. Donc, tu ne le sais pas. Mais normalement, oui, elle va être votée. D'accord. Et elle va être votée dans son intégralité. Est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'elle soit édulcorée de certains points ou a priori le texte est définitif? Le texte est pas mal définitif. D'accord. Bon, alors du coup, suite au prochain épisode, j'ai envie de vous dire, on refera peut-être un point à ce moment-là lorsque la Constitution sera votée et voir quelles sont les implications que ça pourra engendrer. Exact. Alors, écoutez, on approche petit à petit de la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'aurait pas soulevés, que vous auriez voulu soulever au sujet de cette constitution ou peut-être d'autres actualités du Québec? Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je vous souhaite joyeux Noël. Écoutez, je pense que ça va bien faire plaisir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui doivent être sur la route parce que, en fait, là, en ce 23 décembre,
Je pense que beaucoup sont en train de faire mouvement pour regagner leur famille sur les routes. Et voilà, il est quand même bientôt 23 h, donc ça commence à faire tard. On vous souhaite d'arriver bientôt pour bien attaquer cette journée de veille de Noël demain auprès de vos proches. Vous préparez pour la messe de minuit et le bon repas que vous allez passer en famille. Et puis à ceux qui n'ont peut-être pas la chance de pouvoir cette année rejoindre vos proches, on espère vous avoir bien tenu compagnie ce soir et en vous réchauffant un peu de ce pays pourtant bien enneigé qui est le Québec, avec l'accent malgré tout chantant de Benoît. Je sais que ça fait toujours chaud au cœur de nos compatriotes français d'entendre la voix de nos cousins d'Amérique du Nord et donc d'autant plus de ceux du peu de cousins d'Amérique du Nord qui sont encore christianisés. Parce que je sais que ceux qui le sont vraiment, mais c'est compliqué au sein de la société québécoise aujourd'hui. Il y avait une raison à ça, vous m'aviez expliqué, c'était une importance de l'Église peut-être un peu forte il y a quelques années, mais aussi peut-être un sursaut de la gauche vous avez 4 minutes pour nous expliquer en quoi on est passé d'une protection de l'identité chrétienne au Québec à une attaque forte contre tout ce qui représentait l'Église. Et enfin, aujourd'hui, peut-être un sursaut, espérons-le. Ouais, ben c'est que t'as eu la Révolution tranquille, t'as eu les gens sont arrêtés d'aller à l'église du jour au lendemain. On sait pas pourquoi, mais ils ont arrêté d'y aller du jour au lendemain. Et là, il y a Internet, fait que là, les influenceurs sur TikTok recommencent à dire aux gens d'être religieux. Puis là, t'as les évangéliques. Ce qui monte au Québec, le mouvement qui monte, c'est pas nécessairement les catholiques, c'est les évangéliques. Eux autres, ils montent très vite, ils montent malgré le silence des médias. Puis eux autres, ils votent en faveur du maintien dans le Canada. Donc ça, il faut comprendre ça. D'accord. Ah oui, donc une avancée du christianisme, mais évangélique plutôt que catholique. Exact. Et d'ailleurs, la constitution dont on parle précise-t-elle que le Québec est catholique ou on parle d'un christianisme plus général? Je pense, je sais pas qu'est-ce qui est marqué dans le texte. Je pense que genre il y a une reconnaissance peut-être. Là, je parle à travers mon chapeau, là, mais j'ai pas le texte sous les yeux. Mais peut-être une reconnaissance de l'histoire. Si c'est sous l'angle historique, puis là je suis pas sûr, j'ai pas le texte sous les yeux. Ça serait probablement du catholicisme, hein, pas du christianisme en général. Là. D'accord. Écoutez, je me joins à mon camarade François-Xavier pour vous souhaiter, Benoît, ainsi qu'à tous nos auditeurs, un très joyeux Noël, un bon courage si vous êtes sur la route. Et puis, je vous remercie, Benoît, de nous avoir offert cette présentation et puis finalement cet espoir de cette autre France qui existe comme ça, de l'autre côté de l'océan, et qu'on ne connaît que trop peu, nous ici. Et qui avance dans l'affirmation de son identité, là où nous, on patauge encore un petit peu dans cette république laïque qui a beaucoup de mal à assumer l'héritage chrétien de la France, l'identité historique du peuple. Michel Sardou, il appelait ça cette sacrée république qui dit oui, qui dit non. C'est ça. Voilà. Donc, quand on regarde vers vous, on se dit que peut-être ce Québec pourra devenir une terre d'exil pour nous Français historiques, comme vous êtes partis il y a 300 ans. On viendra vous rejoindre un jour ou l'autre. Ouais, exact. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, cher Benoît, je vous dis à bientôt dans la prochaine émission. Joyeux Noël et on traitera encore de beaucoup de sujets dans cette émission comme on le fait déjà depuis je ne sais plus combien d'émissions, plusieurs dizaines déjà.
Écoutez, on commence à prendre les bonnes résolutions dès aujourd'hui pour 2026. Je pense qu'on a traité de sujets chauds en 2025, les élections en Roumanie, les élections en Géorgie, bref, tout ce qui refaçonne un peu l'Europe. On a parlé là de cet élément, on a déjà fait intervenir Benoît, et on a parlé évidemment de ce qui s'est passé en Amérique du Nord, mais plutôt prisme américain vu depuis le Québec, avec un intervenant du Parti républicain américain en France. On a parlé évidemment de Lola, on a parlé évidemment de Crépol, et cette année 2026, on prend d'ores et déjà la résolution d'avoir des invités encore plus motivés à l'idée de traiter l'actualité, de traiter la géopolitique, de traiter l'angle culturel trop souvent oublié dans les médias, culturel et culturel militant, et comptez sur nous pour vous offrir sous le sapin dès aujourd'hui une rentrée 2026 sur les chapeaux de roue. Joyeux Noël à tous.